Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Au sommaire, 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En prélude à cette journée, le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte contre le paludisme, a organisé une caravane de Semekoji à Adjoun dans le département de l'Ouémé. Les temps forts de cette caravane dans cette édition. Ils sont célébrés de leur vivant des professeurs titulaires d'histoire. C'était au cours d'un colloque ce mardi sur le campus d'Abomey-Calavi qu'ils ont été honorés. Réaction au Togo après l'annonce de la garde à vue de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré. Des acteurs de la société civile félicitent et encouragent la justice française à aller au bout de ce dossier. Merci pour l'attention. Des professeurs titulaires d'histoire ont été honorés et célébrés de leur vivant ce mercredi à l'université d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie rentre dans le cadre d'un colloque en hommage à ces enseignants qui sont admis à la retraite. Laurent Toneikes, Fiacre Voitan. Ils sont les premiers professeurs titulaires du département d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi. Félix Iroko, Michel Videgla, Sylvain Aninquin, Jérôme Aladaye, Sébastien Sotindior et Joseph Divor sont désormais à la retraite. Et pour leur rendre hommage, un colloque de 3 jours est organisé à l'amphi Idriss Déby, une initiative du docteur Rogatien Tossou. En effet, nous sommes habitués dans nos pays à des hommages à titre posthume. Ici, nous avons l'insigne honneur d'honorer nos maîtres, de véritable réputation, pendant qu'ils sont encore parmi nous. Pendant 3 jours, nous aurons droit, disais-je, à un colloque scientifique international sur le thème « Société, nation, économie et gouvernance en Afrique ». Pour le doyen de la FLAC, c'est un agréable devoir et une obligation morale de rendre hommage à ces aînés admis à la retraite. C'est en surcroît une manifestation de ma déférente reconnaissance pour les bons et loyaux services que vous avez rendus avec passion, zèle et abnégation à des générations d'intellectuels et de chercheurs qui aujourd'hui se retrouvent à d'importants postes de responsabilité partout dans le monde. Chers aînés, vous aviez été apôtres pendant 30 ans de votre vie au service de la communauté, voire de toute la nation entière. C'est pour cela que vos disciples, vos bien-aimés, ont pris l'initiative de vous honorer. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Massim Dacruz, pense pour sa part que c'est une célébration de la vie car les aînés célébrés sont encore en vie. Cette tradition s'inscrira certainement dans les habitudes du département d'histoire et d'archéologie d'organiser ce type d'hommage aux professeurs titulaires. Même ceux qui à la retraite passeront ce grade. C'est une première dans l'histoire du département. Je voudrais publiquement féliciter l'initiateur de cette cérémonie d'hommage, le collègue Rogatien Tossou. Je voudrais espérer aussi que ce type de manifestation soit étendu à toutes nos entités, parce que ces aînés le méritent bien. La représentante des épouses des récipiendaires a loué l'initiative et a remercié tous ceux qui ont contribué à son organisation. Les collègues, amis et proches parents ont rendu des témoignages sur les heureux du jour. Chacun d'eux a reçu une lettre de félicitations, un tableau, un emballage et une enveloppe financière. Santé, 25 avril 2018, la communauté internationale célèbre ce mercredi la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En prélude à cette journée, le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte contre le paludisme, a organisé une caravane de Semekoji à Adjoun dans le département de l'Ouémé. Arnaud Mori Agua et Denis Marouya pour le compte rendu. Partie du carrefour Semekoji dans la matinée de ce mardi, cette caravane a marqué plusieurs arrêts. Place Bayol, carrefour Djevali, avant la destination finale à Djourou.
La coordonnatrice adjointe du programme national de lutte contre le paludisme précise les objectifs de la dite caravane. Puisque le paludisme est une maladie qui touche beaucoup la population de l'Afrique subsaharienne, en particulier la population béninoise, il faut une forte mobilisation sociale parce qu'on a besoin de sensibiliser la population. Donc pour ça, on a dit avant la journée même, il faut qu'on fasse quand même caravane pour pouvoir sensibiliser la population sur ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter cette maladie qui tue nos femmes et nos enfants. Place Bayol, enfants, hommes adultes et femmes ont participé à un jeu questionnaire sur les signes et les méthodes de prévention du paludisme. Les gagnants ont été récompensés par des t-shirts et des CD. Au carrefour Djevali, deuxième étape de cette caravane, les femmes ayant répondu aux questions sur la prise en charge d'un enfant souffrant du paludisme ont aussi reçu des t-shirts. Cette mobilisation générale autour de la lutte contre le paludisme s'explique donc aisément si l'on sait que le paludisme est un problème majeur de santé publique. Ça, c'est déjà reconnu. On n'a plus à discuter sur ça. Et aussi, dans notre pays, le Bénin, le paludisme en 2016 était la première cause des consultations dans les formations sanitaires avec 42,8%. En hospitalisation aussi, c'était toujours le paludisme avec 52,3%. Et aussi comme première cause de décès dans nos formations sanitaires, c'était toujours le paludisme avec 14,9%. Donc l'incidence générale en 2016, puisque les données que je viens de vous donner sont les données de 2016, l'incidence générale en 2016 montre que le paludisme avait 14,6% et passe toujours comme première affection parmi toutes les affections dont souffre la population béninoise. Rappelons que le thème choisi cette année est intitulé « Prêt pour vaincre le paludisme ». Nous avons besoin de toute la population béninoise. Il faut que toute la population se joigne à nous pour qu'on puisse vraiment vaincre le paludisme comme le veut l'OMS. Et on a besoin de l'adhésion de tous, aussi bien des femmes, des enfants, des hommes. On a besoin de tous. On doit mettre tous la main à la pâte pour pouvoir vaincre cette affection. En faisant quoi? En assainissant chez nous, autour de nous et en dormant sous moustiquaires et aussi en écoutant tout ce qu'on donne comme mesure, aussi bien à la télé qu'à la radio. Les manifestations officielles se sont déroulées à Dioron ce 25 avril 2018 en présence du ministre de la Santé, Dr Alassane Seydou. Pour faciliter l'entrée au Bénin et rendre la procédure de demande de visa moins contraignante, le gouvernement béninois a décidé de mettre en place le e-visa, un visa électronique dont l'obtention se fait en peu de temps. La cérémonie officielle de lancement de cette plateforme e-visa s'est déroulée ce lundi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le gouvernement béninois l'a voulu et c'est désormais chose effective. Le e-visa annoncé a été officiellement lancé ce lundi 23 avril 2018 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, était pour la circonstance assisté de ses collègues en charge de l'intérieur, Saka Lafia, celle de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulezoumarou et Ozar Meki du tourisme et de la culture. Le e-visa est une autorisation électronique délivrée via Internet aux ressortissants étrangers désirant rentrer au Bénin. L'objectif principal de la réalisation de la plateforme de e-visa est de simplifier les démarches administratives pour l'ensemble des demandeurs de visa et de faire en sorte que l'on puisse réduire les pièces qui leur sont demandées et que l'on puisse réduire aussi les délais de traitement de ces demandes-là. C'est un système qui intégrera un système sécurisé de paiement en ligne aussi. Et je crois que la grande innovation, puisqu'il s'agit d'une innovation du système de e-visa pour notre pays, est l'automatisation de la délivrance du visa. La demande de visa est désormais déclarative. Les procédures d'entrée au Bénin simplifiées. Une innovation qui répond à l'ambition du président de la République Patrice Talon d'optimiser l'exploitation des avantages qu'offrent les progrès scientifiques et technologiques et de révéler le Bénin. Le projet de e-visa a été conduit par l'Agence des services et systèmes d'information ASSI pour le compte du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui est l'ancrage principal. Une présentation de la procédure a été faite par le directeur général de l'ASSI, suivi du message de lancement officiel du ministre Saka Lafia. La mise en place de cette plateforme électronique e-visa, après la suppression de visas au profit des Africains désirant se rendre au Bénin, répond aux soucis du gouvernement. Face au nombre sans cesse croissant de demandes de visa
et de carte de résident. Premièrement, d'améliorer la qualité des services publics offerts en dématérialisant et en facilitant les procédures des dites demandes, puis en améliorant également les méthodes de traitement en vue de disposer d'une archive numérique durable et sécurisée. 2. De faciliter l'entrée aux étrangers dans notre pays. Et 3. D'exploiter toutes les opportunités qu'offrent ces facilités en vue de hisser notre pays au rang de pays moderne. Le ministre Saka Lafia est également revenu sur la sécurisation de la plateforme qui permet de bloquer l'entrée sur le territoire béninois des personnes de moralité douteuse. Les demandeurs de visa peuvent désormais obtenir leur e-visa de n'importe quel endroit du monde une fois connectés à Internet. Ils n'auront plus à passer par le processus de demande de visa traditionnel et peuvent payer par carte bancaire. Le coût du e-visa varie de 50 à 100 euros en fonction de la durée du séjour et du nombre d'entrées sur le territoire béninois. Une innovation qui va rendre plus attractive la destination Bénin et accroître le nombre de touristes en direction du Bénin. Au registre environnement, c'est déjà la saison pluvieuse 2018, un cauchemar pour certains habitants des quartiers de Cotonou. Une équipe de la rédaction de Eden TV s'est rendue à Aglar-Lazunto pour recueillir les appréhensions des habitants du dit quartier. C'est un reportage signé Mori Agua, Denis Marouya. À peine la saison pluvieuse 2018 démarrée et les habitants de certains quartiers de la ville de Cotonou se plaignent. À Aglar-Lazunto, à quelques encablures de la voie principale pavée, les flaques d'eau sont remarquables les unes que les autres. Les riveraines expriment ici leur désarroi. Ma peur, c'est que quand il pleut, toute la rue s'inonde et il est impossible de mettre pied au dehors. Difficile pour les enfants de se rendre à l'école et pour nous-mêmes d'aller au marché faire des emplettes. Même nos propriétaires disent que la rue est un domaine public, donc c'est à l'État de s'en occuper. À Cotonou, je constate que c'est à l'État de tout faire, alors que chez moi, au Togo, la population participe à l'aménagement des rues. À ceux qui attendent l'État, je voudrais leur dire que l'union fait la force, que celui qui attend vienne afin que nous unissons nos forces pour déjà arranger nos rues en attendant que l'État intervienne. Par exemple, dans notre rue, les gens prennent leur douche en pleine rue avec leur puisard au beau milieu de la voie. Si le pays est propre, nous serons en bonne santé. Dame Ida, rencontrée un peu plus loin, toujours à Aglar-Lazunto, nous parle de ses appréhensions en ce début de saison pluvieuse. Si la saison pluvieuse démarre vraiment, nous ferons face aux maladies de toutes sortes. On ne peut pas parler du désordre qui règne dans notre quartier ici. Mais moi, je vais en parler aujourd'hui. Il y a des gens qui ont construit sur la voie publique et qui défèquent dans des sachets qu'ils jettent dans l'eau stagnante. Nos enfants tombent souvent malades et d'ailleurs, nous envisageons quitter le quartier Agla. Les problèmes rencontrés sur place dans ce quartier à Agla diffèrent parfois d'un individu à l'autre. Ce qui nous arrive est très grave. C'est ma mère qui a acheté sa parcelle juste dans la rue que vous voyez derrière moi. Après le lotissement, voilà notre rue. À peine 3 mètres de largeur. C'est seulement après une seule pluie que la rue est déjà inondée. Allez voir, nous souffrons trop. Quand la pluie s'annonce, je me perds, j'ai trop peur. Ces femmes habitantes de Aglar-Lazunto appellent le préfet Tobula au secours. J'invite Tobula à venir voir cette rue, à venir s'imprégner de nos souffrances. Que Tobula vienne dégager ceux qui occupent la voie afin qu'on puisse avoir droit à un peu de propreté. Vivement que les lamentations de ces dames résidant au quartier Aglar-Lazunto soient entendues par les autorités de la ville de Cotonou.
Actualité hors du Bénin, réaction au Togo après l'annonce de la garde à vue de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré. Des acteurs de la société civile félicitent et encouragent la justice française à aller jusqu'au bout de ce dossier. Suivez plutôt. Cette affaire du groupe Bolloré nous donne une leçon, celle qui consiste à se dire que le monde change et le monde évolue. Et que, quelles que soient les situations, lorsque vous posez des actes aujourd'hui, vous risquez de vous rattraper demain. Et donc, c'est une affaire qui encourage, nous les organisations qui luttons dans le domaine contre la corruption et qui sommes engagés et qui demandons toujours à ce que la vérité soit dite dans de pareils cas. C'est difficile de commenter une action judiciaire en cours. En revanche, il faut souligner que la pratique de l'opacité dans les affaires et dans la politique est quelque chose de très courant au Togo. Et donc, il faut laisser la justice s'exprimer, aller jusqu'au bout. Je déplore simplement que ce ne soit pas au Togo que cette affaire soit traitée. Et je déplore également que le nom du chef de l'État togolais soit cité dans ce type d'affaires. Nous encourageons la justice française et nous les félicitons. Et parce que c'est une justice qui est en train de nous montrer qu'elle n'est pas ce que nous pensons le plus souvent. Et elle est en train de faire un travail. Ça prouve désormais qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi et que nous sommes tous égaux devant la justice. Cette affaire-là est quelque chose que nous prenons très au sérieux parce que les richesses togolaises, les ressources togolaises ne doivent pas être gérées de manière aussi opaque. L'éthique et la déontologie ont déserté la pratique judiciaire au Togo depuis bien longtemps. Et ça n'est pas surprenant que beaucoup d'affaires qui sont initiées au Togo sont toujours traitées dans l'intérêt de l'exécutif. Le président français Emmanuel Macron visite à Washington depuis ce lundi 23 avril, souhaite avec son homologue américain Donald Trump pouvoir travailler à un nouvel accord avec l'Iran à plus long terme. Nous avons pour tempérament ou habitude de changer de position avec le gré du vent. Néanmoins, nous avons eu, je crois pouvoir le dire, une discussion très approfondie en tête-à-tête sur ce sujet. Vous considérez que le deal iranien, le JCPOA, donc l'accord qui a été négocié en 2015 avec l'Iran, est un mauvais accord. Depuis plusieurs mois, je dis que ça n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord avec l'Iran. C'est un chapitre de l'histoire basque qui se ferme et un nouveau qui s'ouvre. L'organisation indépendantiste ETA a demandé pardon à une partie de ses victimes, préambule d'une prochaine dissolution unilatérale début mai. En 2011, l'État a déclaré le cessez-le-feu, mettant ainsi un terme à 40 ans de violence. Le groupe est né en 1959 dans la lutte contre le franquisme et il poursuivra sa lutte armée après le retour de la démocratie au nom de l'indépendance de la région. Reportage. Ils sont arrivés en courant et ils ont lancé des cocktails Molotov à l'intérieur de la maison du peuple. À l'intérieur, il y avait ma maman et ils l'ont brûlée vive. Yvan avait à peine 13 ans lors de cet attentat de 1987, revendiqué a posteriori par l'ETA. C'est donc avec émotion qu'il a accueilli la demande de pardon faite par le groupe séparatiste à quelques jours de sa dissolution, prévue début mai. Mais Yvan craint la libération de certains détenus basques. L'un des assassins de sa mère, déjà sorti de prison, vit près de chez lui. Je vais à la piscine et il nage dans la ligne d'à côté. J'y vais avec mon fils et mon fils joue dans la même piscine que son fils. On va dans les parcs et son fils joue dans le même parc que mon fils. Aux 829 victimes attribuées à l'organisation séparatiste, il faut ajouter les personnes mortes ou torturées dans les propres rangs de l'ETA. En 1992, Encarni collaborait depuis plusieurs mois avec l'ETA lorsque la garde civile l'a brutalement arrêtée, emprisonnée puis torturée pendant 5 jours. Elle se considère victime, elle aussi, de ce qu'elle juge être du terrorisme d'État. J'espère me tromper, mais je ne pense pas que demain, ils demanderont pardon. J'espère vraiment que je me trompe et que demain, ils feront une annonce publique disant « On demande aussi pardon pour toutes les victimes de violences policières ».
Après 4 décennies de violence, le travail de mémoire ne fait que commencer, notamment avec l'ouverture du dialogue entre les différentes parties de ce conflit. Au sanctuaire de Loyola, où s'étaient déjà tenus des pourparlers en 2006, le père Manu Aroué prépare des ateliers de parole. Ces rencontres nous aident à unir, à construire des ponts entre les différentes souffrances. Il y a énormément de gens avec énormément de blessures qu'ils doivent soigner et résoudre, et se pardonner et se réconcilier. La demande de pardon et la dissolution du groupe séparatiste sont une avancée majeure dans le processus de réconciliation. Mais la société reste profondément divisée et il faudra encore du temps à l'Espagne pour tourner l'une des pages les plus sombres de son histoire moderne. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.